Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Via Droit. Aujourd'hui, on fait encore une nouvelle capsule. Bon, cette fois-ci, on va pas parler de la Cour européenne des droits de l'homme parce que je pense que vous êtes saoulés, mais on va parler d'une proposition de loi concernant la création d'une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises, ou plus grossièrement, la proposition de loi sur les super profits. Et vous allez voir que, bon, je vous propose qu'on le fasse en deux temps, c'est-à-dire qu'on aborde le contenu de la loi, donc très rapidement, et ensuite on fait un récapitulatif sur la procédure de référendum d'initiative partagée, parce que oui, cette proposition de loi va faire l'objet d'un référendum d'initiative partagée. Mais je vais vous en dire un peu plus. Alors, concrètement, donc cette proposition de loi, elle prévoit une contribution exceptionnelle donc, qui va s'appliquer aux sociétés dont le chiffre d'affaires est supérieur à 750 millions d'euros et dont le résultat imposable de l'exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois le résultat imposable moyen des exercices pour 2017, 2018 et 2019. Alors, bon, déjà, on va expliquer très rapidement en quoi tout ça, ça consiste. Alors, donc concrètement, vous avez un premier seuil, donc un seuil de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, ça ne concerne pas toutes les entreprises. Et ensuite, on prend comme premier élément donc le résultat imposable, qu'on appelle aussi résultat fiscal, et du coup c'est le résultat comptable de l'entreprise qui est corrigé par l'administration fiscale et qui prend en compte des éléments en gros qui recalcule, si je puis dire, le résultat comptable. Et une fois qu'on a ce résultat, donc ce résultat fiscal, euh, là concrètement, on va prendre les trois résultats qui ont été réalisés en 2017, en 2018, en 2019. On en fait la moyenne. Et à partir de cette moyenne, on compare cette moyenne avec le résultat d'une année donnée. Donc, admettons, on va prendre le résultat de l'année 2022. Et si on constate qu'entre le résultat de l'année 2022 et la moyenne et le résultat moyen, il y a un écart à hauteur de 1,25 fois, on va taxer le profit. Voilà, le profit qui a été réalisé. Et le taux qui est applicable, comment on appelle ça? Le taux qui est applicable, il est à hauteur de 20%, donc pour la fraction des super profits correspondants. Et par contre, si on arrive, alors parce que le taux évolue, si on arrive on va dire comment on appelle ça, à une hausse qui est comprise entre 1,5 et 1,75, là on arrive à un taux de 25% sur la fraction des super profits. Et si on arrive à une hausse qui va au-delà de 1,75 fois le résultat moyen de l'entreprise, on appliquera un taux à 33%. Donc vous voyez, selon la quantité de super profit qui est réalisée, on va appliquer un taux d'imposition qui est de plus en plus élevé et qui peut aller jusqu'à 33%. Après, sachez que tout ce qui est réduction et crédit d'impôt ou encore créance fiscale, ça ne pourra pas être imputé sur cette contribution exceptionnelle, enfin, pardon, additionnelle, sur cette contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises. Donc concrètement, les grandes entreprises, elles ne pourront pas s'amuser à faire valoir leur réduction d'impôt et crédit d'impôt pour tenter de réduire la contribution. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, ce ne sont pas non plus tous les profits qui sont soumis à cette contribution additionnelle, puisque par exemple les profits qui sont réalisés lors d'opérations d'acquisition ou de cession d'actifs, on va dire, ça rentre pas dans le champ de la contribution additionnelle.
En gros, la contribution sur les super profits, elle ne va pas s'appliquer pour les profits qui sont réalisés en cas d'opération d'acquisition ou de cession d'actifs. Et aussi, dernier point qui est extrêmement important, c'est une mesure qui se veut provisoire. Puisque concrètement, le but, ça ne s'appliquerait qu'aux résultats de l'année 2024, donc au maximum jusqu'au 31 décembre 2025. Et en gros, cet horizon, ça correspond à ce que les économistes anticipent comme échéance probable de retour à une certaine normalité de la situation économique. Voilà. Du coup, donc là, je vous ai fait vraiment un topo extrêmement rapide sur la proposition de loi, donc sur ce qui est prévu. Donc concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est que dès qu'il y a des super profits, donc du coup qui découlent d'une crise, donc notamment que ce soit la crise Covid ou encore la crise de la guerre en Ukraine, avec notamment la crise énergétique, eh ben, toutes les entreprises qui réaliseraient des profits qui seraient exceptionnels, ces profits seraient taxés. Alors, c'est vrai que si on est très à gauche, on est assez déçu. Enfin, c'est toujours mieux que rien, mais on aimerait tout simplement lutter davantage contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale, et même réguler davantage l'optimisation fiscale. Mais bon, ça c'est encore un peu trop demandé pour le moment. Mais bon, on va pas pleurer, on a déjà une taxe sur les super profits. Après, bon, faut quand même rappeler un petit peu le contexte. On a quand même certaines entreprises qui ont réalisé des gros bénéfices, que ce soit par exemple Sanofi. Si on regarde la proposition, l'exposé des motifs de la proposition de loi, il est indiqué que Sanofi aurait réalisé 338% une hausse de 338%. Alors je crois en termes de profit, il faudrait revérifier, mais j'avais vu passer ce montant-là. Et on avait vu que pour Total Energy, c'était plus de 120%. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Et après, on avait un autre exemple, c'était pour je ne sais plus, je crois que c'est pour les porte-containers. Mais de ce que j'avais vu dans l'exposé des motifs, il y avait deux exemples, donc c'était Total Energy et Sanofi qui se font taper sur les doigts. Mais après, bon, on sait qu'on imagine qu'il y en a d'autres. Et de toute façon, bon, il n'y a qu'à voir aussi du côté des États-Unis, ça se fait plaisir, hein. Amazon et je pense que si, il y a Tesla qui a fait pas mal. Donc voilà. Il y a franchement bravo à eux. Non, c'est de l'ironie. Mais bon, pour en revenir du coup, parce que je vous avais dit que le tout c'est pas de parler uniquement de la proposition de loi, mais il faut parler aussi du fait qu'il va y avoir un référendum d'initiative partagée qui est déjà, qui va commencer à être mis en place sur cette proposition de loi. Alors, je rappelle que la procédure de référendum d'initiative partagée, c'est organisé de la manière suivante. Donc, on a une proposition de loi qui est déposée par un cinquième des membres du Parlement, donc députés ou sénateurs, et qui doit être soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Alors, donc concrètement, une fois qu'on a une proposition de loi qui est déposée, le Conseil constitutionnel analyse si les conditions de dépôt de cette proposition de loi sont respectées dans le cadre de la procédure de référendum d'initiative partagée. Donc le Conseil constitutionnel va vérifier déjà s'il y a effectivement au minimum un cinquième des membres du Parlement qui ont déposé la proposition de loi. Donc ça correspond à 185 députés ou sénateurs. Donc ça, c'est la première condition à respecter. Ensuite, le Conseil constitutionnel va vérifier que la proposition de loi correspond aux différents objets qui sont visés par l'article 11 de la Constitution. Donc concrètement, pour qu'une proposition de loi puisse faire l'objet d'un référendum d'initiative partagée, il faut que la proposition de loi porte
porte soit sur l'organisation des pouvoirs publics, soit sur les réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, soit ça porte sur l'autorisation de ratification d'un traité qui n'est pas contraire à la Constitution et qui n'aurait pas d'incidence sur le fonctionnement des institutions. Bon, là, dans le cas présent, on serait dans le volet réforme relative à la politique économique de la nation. Donc ça, c'est la deuxième condition que vérifie le Conseil constitutionnel. Ensuite, autre condition que le Conseil constitutionnel va vérifier, c'est si la proposition de loi n'a pas pour objet d'abroger une disposition législative promulguée depuis moins d'un an. Donc le but ici, c'est d'éviter qu'il y ait une remise en cause par le biais de la procédure de référendum d'initiative partagée, des lois qui sont promulguées depuis peu. Donc ça c'est la troisième condition. Donc quatrième condition qu'analyse le Conseil constitutionnel, il faut que la proposition de loi ne porte pas sur le même sujet qu'une autre proposition de loi qui aurait été rejetée par référendum il y a moins de 2 ans. Voilà. Donc ça c'est quatrième condition. Et dernière condition à respecter, il faut bien évidemment que la proposition de loi soumise à référendum ne soit pas contraire à la Constitution. Voilà. Et du coup, sachez qu'actuellement, on est au stade où le Conseil constitutionnel est actuellement en train d'analyser, comment on appelle ça, la proposition de loi, puisqu'il a été saisi le 26 septembre de cette année. Voilà. Donc concrètement, on va savoir, le Conseil constitutionnel doit se prononcer dans un mois. Donc du coup, d'ici le 26 octobre, normalement, le Conseil constitutionnel, donc au maximum, le Conseil constitutionnel pourra nous dire si la proposition de loi respecte toutes les conditions que je viens d'énoncer. Et une fois que toutes ces conditions sont respectées, on aura notre vénérable Gérald Darmanin, qui, dans sa qualité de ministre de l'Intérieur, va mettre en œuvre, sous le contrôle du Conseil constitutionnel, le recueil des soutiens qu'il faut apporter à la proposition de loi. Et du coup, cette période, la période de recueil des soutiens, elle va intervenir le mois qui suit la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Donc celle qui va indiquer si la proposition de loi respecte les conditions que j'avais énoncées précédemment. Et du coup, l'ouverture de la période de recueil des soutiens, elle va faire l'objet d'un décret. Donc une fois que le décret sera publié au journal officiel, on part du principe que les soutiens pourront être recueillis. Après je vous donne l'exemple, je vous rappelle, en 2019 on avait un décret qui mettait en œuvre, si je puis dire, qui parlait de la mise en œuvre de la période de recueil des soutiens pour Aéroport de Paris. Vous savez, la proposition de loi qui visait à requalifier, à qualifier Aéroport de Paris de service public national afin de faire obstacle à sa privatisation. Voilà. Ça rappelle des souvenirs. Et du coup, une fois que la procédure de recueil des soutiens est lancée, donc il y en a pour 9 mois, c'est-à-dire pendant 9 mois, on va recueillir les soutiens des électeurs. Et je vous rappelle que pour déposer, si vous voulez déposer votre soutien sur la proposition de loi, ça va se passer sur le site référendumintérieur.gouv.fr. Et je vous rappelle qu'il faut 1/10 du corps électoral qui doit apporter son soutien à la proposition de loi. Donc ça correspond à environ 4,7 millions d'électeurs. Mais je vous rappelle que malheureusement, pour Aéroport de Paris, on n'avait pas réussi à atteindre ce seuil. On n'était qu'à un peu plus d'1 million, ce qui était déjà pas mal. Mais on avait 1 million de personnes qui s'étaient exprimées. Et du coup, si le seuil des 10% donc, de soutien est atteint, alors il peut se passer 2 choses. Soit on a le Parlement qui décide de voter cette loi, donc de l'examiner, donc soit pour l'adopter, soit pour la rejeter. Soit le Parlement ne prend pas la peine d'examiner la loi,
Donc alors, l'une des deux assemblées. Donc s'il y a l'une des deux assemblées qui n'examine pas le texte dans un délai, dans un délai de 6 mois, eh ben, ce qui se passe, c'est que le président de la République sera tenu d'organiser le référendum. Voilà. Bon, après, je vous rappelle, il y a un petit détail quand même. Ce délai de 6 mois, il est suspendu entre deux sessions ordinaires. Voilà. Donc on continue à verrouiller davantage la possibilité d'organiser le référendum. Parce que je vous rappelle encore une fois que c'est soit le Parlement qui... Parce que c'est pas parce que il y a 4,7 millions de personnes qui ont exprimé, comment on appelle ça, qui soutiennent la proposition de loi, que automatiquement le référendum est organisé. Parce que là, vous l'avez compris, c'est soit le Parlement qui va se prononcer sur le texte, soit si l'une des deux assemblées du Parlement ne se prononce pas, il y aura référendum. Voilà. Mais déjà, il faut qu'on arrive à passer le cap des 4,7 millions. Donc du coup, si vous voulez au moins une loi qui vise à taxer les super profits des entreprises, il va falloir se bouger, se mobiliser et essayer de faire campagne autour de cette proposition de loi. Alors certes, c'est pas parfait. Certains aimeraient quelque chose de mieux, de plus radical, mais bon, malheureusement, je pense qu'une partie des gens s'en contenteront, et c'est peut-être déjà mieux vaut un premier pas que zéro pas du tout. Et même si c'est... Alors, j'ai pas vu les députés qui portaient cette proposition de loi. Bon, j'imagine que ça doit être porté en grande partie par la NUPS, je pense. Après, à vérifier. Et peut-être que dans l'eau, il y a il y a peut-être des factieux, peut-être des personnes de Renaissance qui se sont dit bon, bah écoutez, on va peut-être se mettre, du côté de ce côté-là, comme ça, on va moins se faire lyncher par la population verbalement. Mais bon. En tout cas, j'espère que cette capsule vous a intéressé, les juristes. Donc, encore une fois, sujet quand même très important, puisque là, bon, nouveau référendum. On verra ce que ça donne. Et encore une fois, si ça vous a plu, bon, partagez, le pouce, le commentaire, l'abonnement sur la chaîne YouTube. Ça fait plaisir et je vous en remercie. Et sachez aussi que vous pouvez aussi me follow sur Twitch si vous voulez qu'on discute d'actualité juridique en direct. Voilà. Ou du react à des colloques juridiques sur des sujets qui peuvent intéresser la gauche. On avait fait un colloque que ce soit sur le préjudice écologique ou même sur comment on appelle ça, sur la place des femmes dans les postes les postes à responsabilité dans le secteur juridique. Voilà. Donc du coup j'ai tout dit. Sur ce, je vous laisse. C'était Matt DEH sur Ligue à droit. A plus les juristes.